Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais exceptionnellement aujourd'hui faire un cours seulement d'1 heure parce que j'ai une réunion à midi, donc je ne peux pas aller au-delà. Ce sera un cours un petit peu raccourci par rapport à l'habitude. Bon, je suis désolé, hein, la semaine dernière j'étais absent à cause d'une mission à Madrid et là je raccourcis d'1 heure. Bon, normalement dans le reste de l'année tout devrait bien se passer. Alors je reprends donc là où je me suis arrêté la dernière fois. Je vous avais expliqué que la question de la signification pouvait être examinée d'une manière peut-être plus tangible, pourrait-on dire, à partir de la notion de compréhension. Et pour approcher cette notion de compréhension, nous avions examiné un certain nombre de cas où il y a des analogies entre ne pas comprendre, ne pas voir, puisque, je vous l'avais aussi expliqué, je n'y reviens pas, on perçoit mieux ce qui est en jeu dans la compréhension dans les situations de non-compréhension. Et j'avais fait donc une analogie entre ne pas voir et ne pas comprendre. Et puis, nous avions vu un certain nombre de situations dans lesquelles on ne comprend pas pour différentes raisons. Donc, il y avait l'idée qu'on ne comprend pas parce que, personne ne pourrait comprendre d'une certaine façon. C'est un ensemble de lettres aléatoires. Et puis, on avait vu quelques contre-exemples où des productions éventuellement poétiques se donnent sans signification immédiatement assignable. Mais bon, voilà, ce sont des cas un peu particuliers. Ensuite, on avait vu les situations analogues au cas où on ne voit pas en raison de conditions extérieures qui ne permettent pas la vision. Le parallèle linguistique, c'est la parole dans le bruit, l'écriture illisible, etc. La troisième situation était liée non pas à des problèmes externes, mais à des déficits internes. Donc l'équivalent pour la vue d'un déficit visuel, ce serait par exemple des déficits de type aphasique. Les 4 dernières situations étaient les suivantes. La question de l'attitude visuelle qui correspond au fond à la bonne attitude intellectuelle à l'égard d'une production linguistique, c'était l'exemple du malentendu ou de la compréhension de l'implicite. Le deuxième cas, c'est celui de l'ambiguïté, très classique en linguistique. Et puis, les 2 derniers cas correspondent à des déficits d'expérience de différents niveaux, soit un simple déficit d'expérience ou de connaissance qui peut être comblé d'ailleurs, donc des lacunes lexicales ou des problèmes de compréhension lorsqu'on est dans une situation d'apprentissage d'une langue étrangère, ou alors, et c'est le cas évidemment le plus intéressant, quand on ne comprend pas parce que ce qu'on lit ne parvient pas à s'intégrer dans ce qu'on connaît déjà, donc ne parvient pas à s'intégrer dans notre horizon intellectuel. Alors, ce que nous allons faire à partir d'aujourd'hui, c'est commencer à parcourir donc ces différents plans d'analyse, le plan du lexique, des mots, si l'on veut. On verra que cette notion de mots devra être un petit peu raffinée, parce qu'en réalité, il y a toutes sortes de cas où on ne sait pas si on a affaire à un mot ou 2 ou 3, et tout particulièrement dans le cas des noms composés, de tout ce qu'on appelle la phraséologie à différents niveaux. Je veux dire que, par exemple, si vous prenez un cas comme un cordon bleu, au sens d'un bon cuisinier ou d'une bonne cuisinière, un cordon bleu, est-ce que ce sont 2 mots ou est-ce que c'est un seul mot ? En réalité, c'est un seul mot. On ne peut pas du tout dissocier cordon et bleu. Donc, ces 2 mots apparents fonctionnent en réalité comme un seul mot. C'est pour cette raison qu'on sera amené petit à petit à remplacer le terme de mot par le terme d'unité lexicale, en distinguant les unités monolexicales, les unités lexicales de type monolexical et les unités lexicales de type polylexical.
c'est-à-dire une unité lexicale composée d'un seul mot, comme table, chaise, etc., ou des unités lexicales composées de plusieurs mots, comme cordon bleu. Bon, mais on reverra ça en détail. Donc, on examinera la notion de dénomination, la question de qu'est-ce qu'un mot exactement, hein, et l'articulation entre mot et unité lexicale, pourquoi on a besoin de cette notion d'unité lexicale. On verra en quoi, dans la dénomination, c'est-à-dire la dénomination, le fait d'utiliser un mot du lexique pour nommer quelque chose qui est dans le monde externe, hein, dans le monde extralinguistique, si l'on veut, on verra en quoi cette opération relève de la notion de catégorie, de catégorisation. Hein. Être capable, au fond, de mettre un mot sur une réalité, c'est catégoriser le réel. Et au fond, les mots dans les langues nous aident à catégoriser la réalité, à organiser la réalité, à faire en sorte que cette réalité ne nous apparaisse pas comme un tout multiforme et indivisible. Je vous donnais, lors du dernier cours, je crois, l'exemple d'une personne qui se promène en forêt et qui ne connaît pas du tout la botanique, les types d'arbres. Bon, elle ne catégorise qu'avec des grandes catégories, hein, des catégories comme arbres, feuilles, branches, mais des catégories plus fines, comme hêtre, chêne, bouleau, c'est-à-dire des types d'arbres, elle ne les maîtrise pas, par exemple. Hein. Donc, en fonction des catégories dont nous disposons, au fond, nous voyons le monde organisé de façon différente. Ça, c'est un point important que nous examinons. Et puis ensuite, je parlerai, toujours dans ce premier chapitre sur les mots lexicaux, de choses beaucoup plus traditionnelles, hein, mais il faut quand même qu'on les voit en cours, qu'on les rappelle. Hein. Ce sont des choses que, j'imagine, pour beaucoup d'entre vous, vous les avez déjà vues, mais on les reverra sous un angle un petit peu différent. Les questions de formation des mots, hein, dérivation, par préfixation, suffixation, les différents types de formation de mots, l'emprunt, etc. On reverra tout cela sous un angle un peu particulier, qui est l'angle de l'iconicité, parce que, au fond, la question qu'on va se poser, c'est lorsque j'entends un mot que je ne comprends pas, enfin que je ne connaissais pas, mais qui est formé avec des éléments que je connais, par exemple, imaginons que vous n'ayez jamais entendu ou prononcé le mot cacaoyer. Bon, c'est très probable, hein, je ne sais pas, je ne vais pas faire un sondage, qui parmi vous a déjà utilisé ou déjà entendu le mot cacaoyer. Bon, mais même si vous ne l'avez jamais entendu, vous vous doutez que le cacaoyer, c'est un arbre sur lequel poussent les fèves de cacao. Bon. Donc vous êtes capable de deviner le sens du mot à partir des unités constituantes, hein. C'est-à-dire, dans cacaoyer, vous reconnaissez cacao, vous reconnaissez un suffixier que vous retrouvez dans poirier, pommier, etc. Donc, vous pouvez deviner le sens du mot à partir de ces unités composantes. Mais ce processus est loin d'être la règle générale. D'ailleurs, je vous donnais tout à l'heure l'exemple de cordon bleu. Demandez à des personnes qui apprennent le français depuis pas très longtemps, comment est-ce qu'on peut deviner le sens de cordon bleu, que cordon bleu signifie un bon cuisinier, à partir du sens de cordon et du sens de cordon et du sens de bleu? C'est impossible. Donc il y a toutes sortes de degrés entre la transparence, si l'on veut, d'un mot. On est encore dans la question de la compréhension. Hein. Comment je fais pour comprendre un mot que je n'ai jamais entendu? Bon, bah dans certains cas, on peut, à partir d'une combinatoire des unités composantes du mot, et dans d'autres cas, on ne peut pas. Et il y a toutes sortes de degrés. Parfois, c'est plus ou moins facile, jusqu'à ce que ce soit complètement impossible. Et ces degrés sont des degrés de ce qu'on appelle l'iconicité. Et donc, c'est une notion qu'on introduira dans cette partie. Donc, on examinera la question de la formation des mots pour aller vers la question de la plus grande transparence ou de la plus ou moins grande transparence ou de la plus ou moins grande iconicité des mots. Bon, ça, ce sera la partie sur les mots lexicaux. Ensuite, on abordera la question du sens des mots grammaticaux. Et là, donc j'y reviendrai sur. En fait, on verra que le concept de sens dans le cas des mots grammaticaux est totalement différent. Bref. Et donc cela suppose qu'il y a une sémantique grammaticale qui est différente de la sémantique lexicale.
Et cette sémantique grammaticale, on va l'aborder à partir d'un auteur qui est peut-être un des plus grands linguistes français, Gustave Guillaume, dont je vous ai un tout petit peu parlé, mais très rapidement au précédent cours. Donc là, je ferai une petite introduction à la linguistique de Gustave Guillaume pour vous montrer une des façons possibles de faire de la sémantique grammaticale. Bon, en revanche, la partie sur la sémantique de la phrase ou sémantique des discours, j'aurais pas assez de temps pour la traiter de manière aussi approfondie, donc on verra en fonction du temps qui reste. Mais on en parlera de toute façon, c'est sûr, je le sais d'avance, d'une manière moins approfondie. Hein. Donc peut-être que je pourrais dans un dernier cours en parler un peu, mais c'est même pas sûr, donc je donnerai des aperçus au fur et à mesure. Voilà, donc l'essentiel du programme de ce semestre, ce sera quand même sur les mots lexicaux, les mots grammaticaux. Hein. Alors, maintenant, je reprends le raisonnement en posant cette question. On a vu qu'il pouvait être utile de faire un déplacement de la notion de sens vers la notion de compréhension. Et donc, l'idée, c'était qu'avoir un sens ou ne pas avoir de sens, ça revient à se poser la question, est-ce que c'est compréhensible ou est-ce que ça n'est pas compréhensible? D'accord ? Alors, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça signifie exactement qu'on ne peut pas comprendre quelque chose? Là, je me limite maintenant aux problématiques strictement linguistiques. Hein. Je ne parle, bien sûr, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que ça signifie ne pas pouvoir comprendre quelque chose au sujet de situations diverses, etc. Là, on se concentre sur la question linguistique. Parce qu'au fond, cette question, elle est un peu obscure et il faut préciser. Qu'est-ce que ça signifie qu'on ne peut pas comprendre un élément linguistique quelconque X, hein, un mot, une phrase, un mot grammatical, un mot lexical, un texte. Bon, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que, il y a trois possibilités, grosso modo. Est-ce que ça signifie que c'est moi qui ne comprends pas, mais que d'autres pourraient comprendre? Ou alors est-ce que, non seulement je ne comprends pas, mais je comprends aussi que personne ne pourrait comprendre? Donc là, si vous voulez, dans cette première situation, c'est la production linguistique elle-même qui pose un problème et qui, ne prête pas, ne s'ouvre pas à la possibilité de la compréhension. Bon. En supposant que l'entité linguistique considérée, appelée X ici, puisse être comprise. La question qui se pose alors, c'est est-ce que cette chose ne peut pas être comprise par moi ou personne d'autre, ou quiconque, je veux dire par moi ou n'importe qui d'autre, à un moment donné, ou bien est-ce que je ne parviendrai jamais à comprendre? C'est-à-dire, vous lisez quelque chose, vous vous rendez compte que vous ne comprenez pas, mais vous vous dites, oui, par divers moyens, en travaillant, en cherchant les mots dans le dictionnaire, bref, par divers moyens, je pourrais arriver à comprendre ça. Ou bien, vous vous dites, oui, il y a bien quelque chose à comprendre, c'est pas que personne ne pourrait comprendre, mais moi, je ne comprendrai jamais. Oui, c'est quand même différent de la situation précédente. Dans un cas, on ne comprendra jamais parce que de toute façon, il n'y a rien à comprendre. Dans l'autre cas, dans ce deuxième cas, on ne comprendra jamais, on se dit, peut-être qu'on se trompe, hein, mais à un moment donné, on se dit qu'on ne comprendra jamais parce qu'on sait qu'on n'aura jamais les moyens de comprendre, mais que d'autres, peut-être, les ont, ces moyens. On va revoir chacun de ces points en détail. Hein. Et puis, la dernière possibilité, c'est que l'élément, en fait, ne peut pas être compris parce qu'il ne renvoie... Alors, en fait, c'est la deuxième branche de la première alternative. Quand je dis que quelque chose ne peut être compris par personne, est-ce que ça signifie que ça ne renvoie à rien de concevable, de pensable, ou est-ce que, plus techniquement, ça renvoie à quelque chose qui n'entre pas ni dans le vrai ni dans le faux, hein, qui échappe à l'opposition vrai-faux?
Et ça nous amènera à préciser un certain nombre de rapports entre, disons, la logique et la linguistique. Alors, première situation, quelque chose qui ne peut pas être compris par moi versus par quiconque. Alors, je prends cet exemple, la splendeur smaragdine des poèmes de Pierre Louis. Alors, qui parmi vous sait ce que signifie smaragdine? Bon, rassurez-vous, chaque année je donne cet exemple et personne ne sait jamais. Ça marche encore pour l'instant. Alors, est-ce que vous pensez... Alors, c'est sûr que vous ne pouvez pas comprendre ce que veut dire exactement l'auteur de cette phrase. Hein. On comprend bien qu'il parle des poèmes de Pierre Louis, qu'il veut parler de la beauté de ses poèmes, mais on voit que dans cette phrase, il essaye de caractériser la beauté de ses poèmes. Hein. De quel genre de beauté il s'agit? Oui, je vous en prie. Non, vous pouvez arriver en retard, tant que vous ne faites pas trop de bruit, ça ne me dérange pas du tout. Bon, donc, quand vous lisez une phrase comme celle-ci, c'est très peu probable que vous vous disiez, il n'y a rien à comprendre. Par exemple, c'est une faute de frappe. Je veux dire, ce mot, il ne veut rien dire, il n'existe pas. Alors, évidemment, tout dépend des contextes. Hein. Si vous lisez des choses sur les forums, etc., oui, vous pouvez tomber sur des tas de mots qui n'existent pas du tout, qui sont bourrés de coquilles ou qui n'existent pas. Bon. Là, imaginez que vous lisez ça dans un texte, à la bibliothèque, un texte publié chez un éditeur reconnu, vous vous dites, ce mot, il existe, c'est sûr, mais je ne comprends pas son sens. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Voici une définition qui est empruntée au TLFI. Smaragdin ou smaragdine signifie qui est d'un vert émeraude. Hein, on parle d'une pierre smaragdine et au figuré dans un emploi littéraire qui se distingue par un éclat singulier. Et justement, l'exemple qui est donné ici est l'exemple d'où j'ai extrait la phrase, et c'est un texte de la correspondance de Paul Valéry, qui parle donc à ce moment-là des poèmes de Pierre Louis. Ce qui fait leur splendeur smaragdine, leur perfection et leur attirance de gemmes, c'est qu'ils sont polis et brillants et pourtant sans fond. Bon. Donc, si vous voulez, étymologiquement, ça vient d'un mot grec, hein, smaragdinos, qui signifie d'un vert d'émeraude. Hein. Bon. Donc on a une métaphore là, hein, bien sûr, mais on ne peut pas comprendre la métaphore si on ne comprend pas le sens propre d'abord de smaragdin, smaragdine. Bon. Alors ici, pour sortir de cette situation, c'est très simple. Vous ne comprenez pas, même si vous n'avez pas un dictionnaire sous la main, vous savez que si vous preniez un dictionnaire, vous pourriez comprendre. Donc, au fond, l'obstacle à la compréhension, il est relativement mineur. Vous pourriez comprendre tout au moins le sens premier du mot. Ensuite, savoir métaphoriquement ce que Valéry vise en parlant d'une splendeur smaragdine, là, c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué. Mais il reste que dans cette situation, le recours au dictionnaire permet de lever, en gros, le problème de compréhension. Alors voici maintenant un deuxième exemple. Chancelant, les bras tâtonnants, il rentra la figure empreinte d'une ferme où il comptait bien l'enlever, mais il avait refusé aux plus puissantes armées qu'il pourrait gagner en prudence. Alors, qu'est-ce que vous comprenez dans ce texte? Bon, c'est normal que vous ne répondiez pas, il n'y a rien à comprendre dans ce texte. Pourtant, il a l'apparence, comme ça, syntaxique, grammaticale, d'un texte possible, hein, en langue française. Mais en fait, ce texte, il est issu d'un générateur de texte aléatoire, que vous pouvez trouver, si ça vous amuse, à cette adresse Internet, où, en fait, vous mettez un nombre de phrases que vous voulez générer, et à partir de bases de données, le logiciel vous fabrique une phrase qui ne veut absolument rien dire, mais qui est correcte syntaxiquement. Bon. Donc, dans cette situation-là, il va de soi qu'il n'y a absolument rien à comprendre. Vous ne comprenez pas, mais c'est normal, c'est parce que là, il n'y a absolument rien à comprendre. Bon. À la limite, je sais que parfois, certains étudiants arrivent à trouver une signification. Hein.
Bon, mais à la rigueur, on peut hésiter, mais si on connaît l'origine du texte, évidemment, on n'hésite pas du tout. Bien. Deuxième situation, je ne comprends pas, mais je pense être en mesure de comprendre ultérieurement, ou bien je ne serai jamais en mesure de comprendre. Alors, bon, là c'est une situation assez simple, qui finalement rejoint un petit peu l'exemple de Smaragdin, Smaragdine tout à l'heure. Bon, lorsque vous avez un niveau de maîtrise d'une langue étrangère qui est moyen, bon, vous lisez un texte, vous ne comprenez pas bien parce que vous n'avez pas assez de connaissances lexicales, bon, encore une fois, vous allez recourir au dictionnaire. Ici, dans ce texte technique que j'ai pris dans un article ou un texte, je ne sais plus, de neurochirurgie, donc je le cite, nous rapportons le cas de 3 patients traités par ostéotomie transpédiculaire pour une syphose post-vertébroplastie. Ces patients avaient été traités initialement par vertébroplastie pour une fracture vertébrale, 2 cas, et un lymphome vertébral, 1 cas. Bon, alors, là aussi, bon, vous pouvez vous dire, c'est absolument impossible à comprendre. Il faut être un médecin, un neurologue pour comprendre cela. Bon, je ne sais pas moi, si vous voulez vraiment, si vous avez besoin de comprendre ça, imaginons que vous avez quelqu'un de votre famille qui vous dit, tenez, voilà le compte rendu de ma visite chez le médecin, qu'est-ce que tu en penses? Bon, qu'est-ce que vous allez faire? En fait, vous avez 2-3 termes techniques, mais là, à la différence de Smaragdin, Smaragdine, il n'y a pas de métaphore. Vous allez chercher ostéotomie transpédiculaire, bon, et puis vous allez peut-être vaguement comprendre quelque chose. Vous allez avoir une idée, évidemment, vous n'avez pas de connaissance médicale, donc votre connaissance restera extrêmement superficielle, mais c'est un blocage de la compréhension. Alors, vous voyez, par rapport à cette question, est-ce que je ne serai jamais en mesure de comprendre ou est-ce que je serai en mesure de comprendre? Là, vous savez que vous pouvez avoir une vague compréhension en utilisant un dictionnaire médical, bon, ou en cherchant sur Internet, comme tout le monde le fait maintenant. Vous aurez sûrement un article Wikipédia sur vertébroplastie, mais vous savez que votre compréhension sera limitée, sauf si vous vous mettez à faire des études de médecine, par exemple. Donc vous savez que vous ne comprendrez jamais exactement ça, parce que vous n'aurez pas une idée quand même de la réalité à laquelle renvoient ces notions. Oui, il y avait une question? Ouais. Ce genre de mots qu'on peut également chercher, même si on les comprendra jamais. Oui, alors la différence, c'est que c'est simplement le point que je viens d'indiquer, c'est-à-dire que dans Smaragdine, vous ne pouvez pas vous dire « je ne comprendrai jamais ». Vous savez qu'il y a une solution qui vous donne la compréhension définitivement. Vous allez chercher Smaragdine et c'est bon. Là, le problème, c'est que même si vous allez chercher les mots sur le dictionnaire, votre compréhension sera malgré tout limitée, parce que les mots techniques vont renvoyer à d'autres mots techniques, qui eux-mêmes vont renvoyer à d'autres mots techniques, et en fait, il vous faut des connaissances médicales, et soit alors peut-être, si vous êtes médecin par exemple, et que vous n'êtes pas spécialiste de neurochirurgie, il y a peut-être des termes que vous ne connaissez pas, mais comme vous connaissez le domaine de la médecine, vous pouvez assez facilement avoir une idée assez concrète du sens de cette phrase. Mais si vous n'avez aucune connaissance médicale, et que vous savez que dans votre existence, vous n'en aurez jamais, vous n'allez jamais faire des études de médecine, vous savez que cette phrase, vous ne la comprendrez jamais vraiment. Donc, ce que je veux dire par là, c'est, bon, pour faire un contraste avec l'exemple de Smaragdin, Smaragdine, mais c'est aussi pour dire que dans la compréhension des mots, il y a un aspect qui n'est pas que linguistique, qui est la compréhension du monde, c'est-à-dire des choses auxquelles renvoient ces mots. Le niveau de compréhension que vous pouvez avoir sans avoir de connaissances médicales, c'est que vous comprenez que, par exemple, ostéotomie transpédiculaire, c'est une opération chirurgicale, et syphose post-vertébroplastie, c'est une pathologie, d'accord? Bon, donc vous comprenez
d'une manière extrêmement générale, qu'on a utilisé un certain protocole médical pour soigner une certaine pathologie. Mais les enjeux de ce protocole médical, la relation de cette maladie avec d'autres maladies analogues, etc., ça, vous ne l'avez pas si vous n'avez pas une connaissance des réalités désignées par ce mot. Donc parfois, la compréhension, elle peut être surmontée en surface, on sait que ça renvoie à une certaine réalité qu'on ne maîtrisera pas. Donc il y a un niveau de compréhension qui parfois exige non pas seulement des connaissances linguistiques, mais aussi des connaissances des domaines référentiels considérés. Alors, dernier point, la question de est-ce que l'incompréhension repose sur quelque chose qui n'est pas concevable ou quelque chose plus précisément qui ne renvoie à rien de vrai ou de faux. Je reviens juste un instant sur cette situation-là. Je ne serai jamais en mesure de comprendre. Juste pour ajouter un point un peu général, mais quand même qui est important à mentionner, c'est que c'est normal qu'on ne puisse pas, que nos capacités de compréhension soient limitées. C'est-à-dire, nul être humain, dans sa finitude humaine, ne peut tout comprendre. Tous les domaines, tout ce qui existe dans le monde, etc. Personne ne peut tout comprendre. Donc une partie importante de vos choix existentiels, de vos choix de vie, c'est de choisir ce à quoi vous allez vous exercer à comprendre. C'est-à-dire de choisir, vous allez, à un moment, enfin, je veux dire, dans la vie de chacun, il y a des choses qu'on a choisi d'essayer de comprendre, et d'autres, on sait qu'on ne les comprend pas, mais on s'en moque complètement. Et ce n'est pas notre problème, il y a d'autres gens qui s'en occupent, mais ce n'est pas votre problème. D'accord ? Donc, je précise ça pour dire, c'est pas une sorte de défaillance de ne pas comprendre. On ne peut pas faire autrement. On ne comprend jamais tout. Et simplement, après, ce dont il faut être conscient, c'est de nos capacités de compréhension de ce qu'on ne comprend pas. Bon. Alors, donc, dernier point, la question du vrai et du faux. Alors ça nous renvoie au lien entre cette question de la compréhension, et donc du sens, et à la question du vrai et du faux, qui là est en effet extrêmement importante en sémantique, dans l'histoire de la sémantique. Et là, je vais introduire des notions sur lesquelles je reviendrai plus tard, mais je les introduis tout de suite. Donc, c'est une notion, une distinction entre sens et dénotation, en allemand entre Bedeutung et Sinn, qui a été introduite par un philosophe logicien qui s'appelle Gottlob Frege. Donc je ne vous demande pas de lire ce livre, bien sûr, mais je le mentionne simplement. Cela dit, si vous avez envie d'en savoir plus, c'est une très très bonne chose de lire cela, mais ça n'est pas exigé pour le cours, pour être tout à fait concret, c'est pour ça que je précise cela. Donc c'est un philosophe, logicien, mathématicien, et qui s'est interrogé sur qui a introduit ces notions qui ont été reprises par tout le monde, et si vous voulez, dans n'importe quel manuel de sémantique, à un moment donné, vous avez cette distinction entre sens et dénotation. Bon. Alors, quelle est l'idée ? L'idée, c'est que comprendre une phrase, c'est connaître les conditions dans lesquelles elle est vraie. Donc, par exemple, si on vous dit que, je ne sais pas, j'ai pas un exemple en tête, mais imaginons que quelqu'un vous dise, pour un pays que vous ne connaissez pas, la capitale de ce pays, c'est telle ville. Bon. Vous pouvez, même si vous ne savez pas si c'est vrai ou si c'est faux, vous connaissez les conditions dans lesquelles cette phrase sera vraie ou fausse. D'accord ?
vous n'avez pas forcément une connaissance de ces conditions de vérité, mais vous n'avez pas forcément la possibilité de dire si la phrase est vraie ou fausse, mais vous savez qu'il y a des conditions de vérité de cette phrase. C'est-à-dire qu'il suffit de vérifier sur une map-monde, sur une carte, que, en effet, tel pays a telle ville comme capitale. Donc la question que je posais tout à l'heure, c'est est-ce qu'il y a des phrases qu'on comprend mais dont on ne connaît pas si elles sont vraies ou fausses? Ça, c'est un problème. Hein, évidemment, ça n'est pas du tout la même chose de savoir si on comprend une phrase et de savoir si cette phrase est vraie ou fausse. Par exemple, si je vous dis Gustave Flaubert est né un mercredi, bon, vous ne savez pas si c'est vrai ou faux, hein, moi non plus d'ailleurs, mais vous savez que cette phrase a des conditions de vérité. Donc, vous la comprenez cette phrase, même si vous ne savez pas si elle est vraie ou fausse. Donc, il y a une première situation de compréhension qui est indépendante du vrai et du faux. En revanche, est-ce qu'on peut comprendre quelque chose qui n'est ni vrai ni faux? Bon, on va voir ça. Donc, que signifie cette distinction entre sens et dénotation? Bon, c'est assez simple et ça correspond à d'autres termes en usage en linguistique. Donc, la dénotation, c'est l'objet du monde qui est désigné par une expression. Par exemple, si je dis ce tabouret, ici, ou cette chaise, j'ai une expression, cette chaise, et j'ai un objet, le tabouret, ou la chaise. Bien. Eh bien, la dénotation du mot, ou de l'expression, c'est l'objet du monde réel. Ce n'est pas quelque chose de linguistique, c'est un objet dans la réalité. Enfin, réalité réelle ou fictive, enfin, peu importe. Alors que le sens du mot chaise, c'est voilà, ce que vous allez trouver dans le dictionnaire. Hein. Donc, il faut d'abord avoir clairement cette distinction entre le sens d'un mot et l'objet auquel ce mot renvoie dans une situation donnée ou en général. Bon, c'est sûr que si vous utilisez une expression démonstrative comme cette chaise, cette table, ce tabouret, vous renvoyez à un objet du monde précis. Bon, lorsque vous regardez le mot table dans le dictionnaire, ou chaise, le mot ne renvoie pas à quelque chose de précis, mais à une catégorie générale d'objets. Donc là, il a son sens, mais il a une dénotation possible, mais pas une dénotation effective. Bien. Alors, en linguistique, on utilise les mots référent, référence à la place de dénotation très souvent. On dit que le référent ou la référence d'un groupe nominal, c'est tel ou tel objet. Bien. Alors, maintenant, dans le cas de la phrase, non plus du mot, mais dans le cas de la phrase, Frege a une proposition assez peut-être surprenante au départ. Il dit que, là je vous ai expliqué ce que c'est que la dénotation d'un mot, ou la référence d'un mot. Mais qu'est-ce que c'est, à quoi renvoie une phrase? Eh bien, pour Frege, elle renvoie à la valeur de vérité, vrai ou faux. Une phrase est vraie ou elle est fausse. Et sa dénotation, c'est le fait qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse. Donc une phrase sans dénotation, c'est une phrase qui n'est ni vraie ni fausse. Alors, on va préciser les notions de sens et de dénotation pour voir leur intérêt. Alors, vous connaissez évidemment ce personnage, Spider-Man et Peter Parker ont la même dénotation. C'est-à-dire que c'est la même personne, mais qui a deux noms différents. D'accord ? Deux noms propres différents. Bien. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce que, en fait, ils ont la même dénotation, mais ils n'ont pas le même sens. Pourquoi ? Comment on le voit ? Si vous dites
Liz Allen est l'ami de Peter Parker. Normalement, puisque les deux mots ont la même dénotation, vous pouvez remplacer l'un par l'autre. C'est-à-dire que lorsque vous dites Liz Allen est l'ami de Peter Parker, vous pouvez dire de la même façon, puisque les deux expressions renvoient à la même réalité dans le monde. Vous pouvez dire de la même façon, Liz Allen est l'ami de Spider-Man. D'accord ? Alors c'est techniquement ce qu'on appelle une substitution salva veritate, c'est-à-dire on vérifie que les mots ont la même dénotation en substituant l'un à l'autre et en vérifiant que la phrase est toujours vraie. Hein ? C'est-à-dire que s'il est vrai que Liz Allen est l'ami de Peter Parker, il est également vrai que Liz Allen est l'ami de Spider-Man, en première analyse. Maintenant, si on regarde un petit peu les choses un peu de plus près, les phrases sont effectivement équivalentes du point de vue de leur dénotation, mais pas du tout du point de vue du sens. C'est-à-dire qu'il faut faire la différence, et c'est ça un peu la démonstration de Frege, entre la pure et simple tautologie et l'expression qui a une information, qui véhicule une information. Bon. Ce que je veux dire par là, c'est si vous dites X et Y, hein, et que le X et le Y sont la même chose, ça vous donne X égale X, d'accord ? Si vous avez, je veux dire, je ne fais pas des mathématiques très compliquées là, hein, si vous avez X égale Y, eh bien, ça veut dire que vous pouvez remplacer X par Y. Donc, si on vous dit que X est Y, vous pouvez dire X est X, c'est la même chose. Mais quand on dit X est X, on fait une pure et simple tautologie. C'est-à-dire, on ne dit rien d'une certaine façon, enfin, tout au moins à un premier niveau d'analyse. J'y reviendrai. Donc, si vous dites Peter Parker est Peter Parker, ben oui, bon, d'accord, c'est vrai, c'est nécessairement vrai. Hein, c'est une sorte de réflexivité. Bon, si vous dites Spider-Man est Spider-Man, c'est nécessairement vrai. Bon. Maintenant, comment se fait-il que, alors que les expressions Spider-Man et Peter Parker ont exactement la même dénotation, comment se fait-il que lorsque je dis Peter Parker est Spider-Man, je n'ai plus une tautologie? Pourtant, à chaque fois, les expressions renvoient exactement à la même personne. Donc, d'une certaine façon, enfin, du point de vue de la dénotation, là j'ai dit X et X, là je dis X et X, et là au fond je dis X et X du point de vue de la dénotation, hein, puisqu'ils renvoient à la même personne. Mais du point de vue du sens et non plus de la dénotation, je n'ai pas la même chose. Parce que quand je dis Peter Parker est Spider-Man, évidemment, ça aurait très bien pu ne pas être le cas. C'est-à-dire, ou bien si je dis Spider-Man est Peter Parker, bon, ben voilà, dans la fiction, dans cette fiction, la plupart, enfin normalement même tous les personnages autres que Peter Parker ignorent que Spider-Man est Peter Parker. Donc c'est bien une information, vous voyez ? Donc c'est là qu'on constate que, au fond, il y a une différence importante entre la référence et le sens, ou entre la dénotation et le sens. Des expressions de même dénotation, mais qui ont des sens différents, vont fonctionner différemment. Donc, certes, il faut prendre en compte la dénotation, c'est-à-dire les objets du monde auxquels on fait référence, mais il faut également prendre en compte le sens. Et qu'est-ce que finalement le sens dans cette perspective ? Eh bien, c'est d'une certaine façon le point de vue qui nous donne accès à la référence ou à la dénotation. La métaphore qu'utilise parfois Frege, c'est l'idée que le sens, c'est comme une lunette qui vous permet d'accéder à l'objet désigné par l'expression. C'est-à-dire que la même personne, vous pouvez la voir à travers les lunettes Spider-Man ou à travers les lunettes Peter Parker. Et certes, vous parlez de la même personne, mais vous ne la voyez pas à partir de la même perspective. D'accord ? Et c'est là que, au fond, cette distinction entre sens et dénotation apparaît avec, enfin, la nécessité de cette distinction apparaît, à mon avis, avec le plus d'évidence. Bon, donc,
bien distinguer sens et dénotation. Et finalement, pour Frege, eh bien, une phrase peut très bien avoir un sens, mais ne renvoyer à rien, c'est-à-dire ne pas avoir de dénotation. Par exemple, une expression comme le plus grand nombre entier, donc le plus grand nombre entier, c'est une expression qui a un sens, c'est concevable. Mais on ne peut pas le dire quel est ce nombre, puisque c'est un ensemble infini. D'accord ? Donc là, c'est une expression qui n'a pas de dénotation. Donc la phrase une phrase avec cette expression ne pourra jamais être ni vraie ni fausse. Alors, la définition, si vous voulez, de ce que, l'explicitation de ce que signifie connaître le sens d'une phrase, elle est donnée par cette citation. Connaître le sens d'une phrase, c'est, si l'on connaît les circonstances, c'est-à-dire l'état du monde ou le modèle auquel s'applique cette phrase, être capable de juger si la phrase est vraie ou fausse. Ou une autre façon de dire, connaître le sens d'une phrase, c'est savoir comment doit être le monde pour que cette phrase soit vraie. D'accord ? On reviendra un petit peu sur ces notions, mais vous pouvez déjà regarder sur ce lien, c'est une sorte de petite encyclopédie de sémantique, et il y a un article tout à fait intéressant sur sens et dénotation, mais peut-être que je reviendrai sur cet article un peu plus loin. Là, on est encore dans une phase un petit peu introductive, donc je ne veux pas être trop technique tout de suite. Donc, au total, ne pas comprendre une phrase, c'est ou bien ne pas pouvoir lui attribuer des conditions de vérité, donc soit avec l'exemple de tout à l'heure, le plus grand nombre entier, soit avec cet exemple archi-célèbre, cet exemple, je ne sais pas, vous avez peut-être déjà vu ça dans des textes, l'actuel roi de France est chauve, une phrase qui a été produite à un moment donné où il n'y a pas du tout où il n'y a plus de roi de France, mais où il y a des présidents. On ne peut même pas, cette phrase n'est ni vraie ni fausse, puisque de toute façon, il n'y a pas de roi de France actuellement. Donc, elle n'est ni vraie ni fausse. Elle n'a pas, on ne peut pas lui attribuer des conditions de vérité. Et cette idée selon laquelle on ne peut pas attribuer des conditions de vérité à une phrase s'oppose à l'idée selon laquelle, on n'a pas la situation, selon laquelle on n'a pas les connaissances suffisantes pour savoir comment devrait être le monde pour qu'elle soit vraie. C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure, par exemple, de Flaubert est né un mercredi. Bon, vous n'avez pas les connaissances suffisantes pour savoir si c'est vrai ou faux, mais vous savez que c'est possiblement vrai ou possiblement faux. Bon. Alors, pour conclure sur ce point, comprendre ou ne pas comprendre est au fond indépendant de la vérité. On l'a vu, puisqu'il y a des phrases qui ne sont ni vraies ni fausses, mais qu'on comprend quand même. Le plus grand nombre entier, je comprends, il n'y a pas de dénotation. Par ailleurs, lorsque vous comprenez un texte poétique, évidemment, la compréhension d'un texte poétique n'implique absolument pas l'idée de savoir comment est le monde pour que ce soit vrai. Un texte poétique ne se juge pas, ne se comprend pas à l'aune du vrai et du faux. J'ai peut-être l'air d'enfoncer des portes ouvertes là, mais en fait, l'idée vers laquelle je veux vous amener, c'est que une sémantique, une étude du sens entièrement fondée sur la logique, c'est-à-dire sur la discrimination du vrai et du faux, ne peut pas prendre en charge ce type de problème de signification ou de sens que sont les textes littéraires, poétiques, etc. Bon. Alors, dans certains cas, avoir un sens, c'est la même chose que être vrai. Bon. Alors, c'était la fameuse définition de Tarski, la neige est blanche, l'expression la neige est blanche est vraie si et seulement si, dans la réalité, effectivement, on voit que la neige est blanche. Bon.
Bon, là j'ai pas le temps de développer, mais c'est une des façons de définir le sens en relation avec la vérité. Et dans ce type d'approche, la phrase ou l'énoncé finalement représente un état de choses. Le fait que la neige soit blanche, ça représente un état de choses, et c'est pourquoi on appelle parfois ces approches des approches représentationnelles. Alors, donc maintenant, il faudrait, ce qu'on va avoir à commencer, c'est donc à examiner, donc j'en ai terminé là avec la partie introductive très générale, et on va s'attacher pour l'instant à examiner le cas des mots lexicaux, et donc on va reprendre ce que je viens d'expliquer là aujourd'hui, mais plus précisément en examinant toutes sortes de situations différentes dans lesquelles on ne comprend pas un mot lexical. Donc là, je me spécialise, j'oublie les phrases, j'oublie les textes, j'oublie les mots grammaticaux, je prends uniquement le cas des mots lexicaux et on va examiner, je vais vous présenter différentes situations dans lesquelles on ne comprend pas un mot lexical. Vous verrez qu'il y a des situations assez diverses au fond, qui ne se limitent pas toutes seulement à aller chercher le mot dans le dictionnaire, il y a toutes sortes de cas assez variés, mais mon objectif, puisque là il est trop tard, puisque je dois arrêter le cours là, dans quelques instants, il est trop tard pour que je me lance là-dedans, donc je commencerai ça la semaine prochaine. L'objectif sera de vous donner une idée assez concrète des façons dont on surmonte la non-compréhension des mots lexicaux, pour que vous puissiez voir, et vous le verrez avec évidence, que le problème se pose d'une manière complètement différente avec les mots grammaticaux. Donc, le mode de compréhension ou de non-compréhension des mots lexicaux n'a strictement rien à voir avec le mode de compréhension ou de non-compréhension des mots grammaticaux. Or, si effectivement le mode de compréhension des mots lexicaux n'a rien à voir avec le mode de compréhension des mots grammaticaux, et si quand je parle de mode de compréhension, je parle du sens des mots lexicaux et du sens des mots grammaticaux, ça veut dire qu'en fait, il y a le mot sens dans les deux cas. Mais le mot sens ne signifie absolument pas la même chose lorsqu'on parle du sens des mots lexicaux et du sens des mots grammaticaux. Et ce qu'on verra entre les mots lexicaux et les mots grammaticaux va se confirmer avec le sens des phrases et avec le sens des textes. Donc au total, ce que je vais essayer de vous montrer dans les prochaines semaines, c'est que quand on parle de sens, la sémantique c'est l'étude du sens, on se fait un peu des illusions, parce qu'on ne parle pas du sens en général. Au fond, on n'arrive absolument pas à dire ce que c'est le sens. En revanche, on peut dire ce que c'est que le sens d'un mot lexical, le sens d'un mot grammatical, le sens d'une phrase, le sens d'un texte. Ça oui. Mais, au fond, ils n'ont rien à voir, ces différents sens du mot sens. Ils n'ont rien à voir, ce sont des choses complètement différentes. Et ça, il faut quand même, pour en avoir bien conscience, commenter quelques exemples, etc. Et donc c'est ce que nous ferons la semaine prochaine. Voilà, merci de votre attention et désolé d'interrompre ce cours un peu plus tôt qu'à la normale.